Bonjour à toutes et à tous, la Team Rousset, épisode numéro 6, c'est parti avec Aymeric. Aymeric, salut. Salut Jérôme. Et bien évidemment, Laurent Rousset. Laurent, salut. Salut Jérôme, salut Aymeric. Salut. Bon, on a vécu un gros week-end sportif avec beaucoup d'émotions. Qu'on soit fan de Dortmund, du Real, de Metz et de Saint-Etienne, on va rentrer bien évidemment un tout petit peu plus dans le détail. Le week-end s'est bien passé tous les deux. Vous étiez devant la télé, vous avez pris des notes, vous avez pris du plaisir. Pour moi, week-end pluvieux, donc forcément devant la télé. Hein. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. C'est vrai qu'en plus on n'a pas été aidé par la météo. Enfin aidé si pour rester devant la télé, mais Aymeric, toi aussi. Moi aussi sur le canapé devant la télé, mais sur le canapé ou des fois debout, des fois couché par terre, ça dépendait de comment se passaient les matchs, mais voilà. Bon, avant d'attaquer notre émission, Aymeric, le sommaire. Oui, le sommaire pour aujourd'hui, on va tout d'abord avoir une pensée pour Laurent Paganelli, ton copain Laurent, qui a vécu les barrages et les playoffs de l'AS Saint-Etienne de manière très active, on va le dire. Voilà, un petit malaise pour Laurent. On va parler de lui. On parlera de Real Dortmund, cette finale de Ligue des Champions, encore une fois complètement irréelle sur le déroulé. Et puis on continuera à parler du Real avec l'équipe de la saison prochaine. Et puis forcément les émotions, on les a eues avec Metz AS Saint-Etienne, la double confrontation pour la montée. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses à dire, et on va en parler dans cette émission. Voilà, allez, avant de rentrer dans le sommaire, jingle pour parler de Laurent Paganelli. C'est vrai qu'on en a pas parlé la semaine dernière. On a voulu attendre quelques jours. Donc Laurent Paganelli qui était Geoffroy Guichard à l'occasion du match aller barrage à Saint-Etienne-Metz et qui a pas pu voir le match puisqu'il a eu un malaise et est parti à l'hôpital. Et je crois que tu avais envie d'avoir une pensée pour ton copain. C'est vrai c'est toujours les deux Laurent quand on pense à Laurent Paganelli. Notre histoire est liée. Ouais. Notre histoire est liée. De toute façon, notre histoire est liée. On a notre début de carrière en commun, et c'est vrai que de par le fait de notre jeune âge, d'être lancé dans un club comme Saint-Etienne qui était vice-champion d'Europe, qu'un entraîneur comme Herben nous fasse confiance, oui, je dirais on est liés à tout jamais. Je pense que quand on fait référence à l'un, on fait forcément référence à l'autre. Donc c'est vrai que ce qui lui est arrivé, c'est quand même quelque chose, pas grave puisqu'il est sorti de l'hôpital, mais c'est vrai que malgré tout, ça demande quand même certainement un stress, ça demande une fatigue physique, psychologique pour arriver à un stade où effectivement tu es obligé d'être amené aux urgences. Mais voilà, donc effectivement une petite pensée pour Lolo. On l'aura en interview, on l'aura dans les futures semaines, il sera avec nous. Et puis surtout, je pense qu'aujourd'hui il fait partie intégrante, je dirais, du football français et surtout au niveau de la communication et des médias. Donc voilà, mais personnellement, oui, ça m'a touché. Personnellement, je suis heureux qu'il aille mieux. Et puis, si vous voulez une petite anecdote, écoutez, avec Lolo, le problème, c'est qu'il y en avait beaucoup de petites anecdotes. Il me faudra en faire plusieurs. Non, mais c'était un phénomène. Je veux dire, c'était un phénomone sur le terrain. Tu étais plus calme, toi. J'étais beaucoup plus calme. Ah oui, j'étais beaucoup nettement plus calme. Oui. On était même peut-être à l'opposé, mais c'est vrai qu'il y a quelques anecdotes, notamment les soirs de Coupe d'Europe quand on allait sur le toit de Geoffroy Guichard, qui était plutôt un lieu interdit. Ah oui, on était carrément on va essayer de retrouver la photo. Mais il y a peut-être des photos. Je sais qu'il est sorti des photos. On regardait les matchs de Coupe d'Europe sur le toit de Geoffroy Guichard. Il y avait juste notre tête qui dépassait de la toiture et on était emmitouflés dans nos couvertures de chambre. Ah, c'était fabuleux. Après, il y en a d'autres comme il avait une relation je sais pas, pour les anciens connaissant Janine, je sais pas, les anciens ont toujours entendu parler de Janine. Bon, Laurent lui a fait quelques misères par moment. Et vous êtes suivi après quand tu es devenu entraîneur en France et notamment à l'AS Saint-Etienne. Alors on s'est toujours éloigné, retrouvé, notamment quand moi je suis parti à La Réunion pour finir ma carrière et préparer mes diplômes. Laurent est venu aussi à
à La Réunion. Donc pendant 6 mois, on a vraiment vécu très proche avec mon épouse et puis avec Carole, son épouse. Ouais, on se voyait régulièrement dans l'ouest de l'île. Oui, on est toujours resté. Après, quand je suis revenu entraîner ici, ben forcément, il était au bord du terrain, donc c'était un plaisir de se retrouver. Voilà, je dirais, on a toujours eu, mais je pense que la manière dont je le ressens, je pense qu'il le ressent de la même manière. Je pense que on est unis à jamais et on aura un réel plaisir. On peut très bien ne pas se communiquer pour un laps de temps plus ou moins long, mais c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve et qu'on reparle de nos conneries, quoi. Ouais, et puis on aura l'occasion d'évoquer ces souvenirs à l'occasion des anecdotes que tu nous donnes à chaque début à chaque début de rencontre, à chaque début d'émission. Et puis il sera avec nous, on le laisse bien évidemment se reposer un petit peu et on l'aura en invité puisque régulièrement on est en train de lancer tranquillement notre émission et régulièrement on aura des invités, des amis à toi, des anciens joueurs que tu as coachés avec nous en tant qu'invité. Donc voilà, on a une très grande pensée à Laurent Paganelli qui se repose avant le début de la saison prochaine. Car tout dépend. Alors là aussi, ça sera un thème à employer si Canal garde les droits, parce que là aussi, on pourrait faire une émission complète avec les droits télé, puisque à ce jour, nous sommes donc le 5 juin, nous enregistrons le 5 juin, et pour l'instant, la LFP a repoussé les réunions, puisque pas de personne ne sait rien aujourd'hui. Alors. Pas assez de BIN, pas de Canal. Enfin bon, ça doit être compliqué pour les clubs quand même. Ça doit être compliqué pour les clubs aussi. Oui. Alors, j'ai cru comprendre qu'on leur avait dit de se fixer, de se baser sur ce qui s'était passé cette saison en termes de revenus, mais sur les hypothèses. Je veux dire, c'est effectivement ça doit être compliqué pour les clubs à gérer cette intersaison et notamment dans le recrutement. Bon, ça, on pourra en reparler peut-être dans l'épisode numéro 7, dans quelques jours, on en saura un tout petit peu plus, donc on retrouvera peut-être Laurent Paganelli, on retrouvera forcément en Coupe d'Europe puisque la Canal+ a gardé les droits de la Ligue des Champions. Voilà, transition formidable, hein, on est des vrais professionnels de la transition et de l'image, puisque maintenant nous allons passer au sujet numéro 1 avec la grande finale de la Ligue des Champions. Cette finale, on l'avait dit, ça se jouerait peut-être comme d'habitude, un peu ou à rien, ou toujours le côté irrationnel. Alors là, c'est un peu moins irrationnel, mais bon, ouais. ça allait quand même dans le déroulé du match quand même. Ouais. Mais de la maladresse et un grand Courtois, hein. Là aussi, il a eu la bonne idée de. On sait jamais où se situe la maladresse par rapport aux arrêts du gardien. C'est vrai aussi. Mais il est évident que. Il n'y aurait rien eu à redire si Dortmund à la mi-temps avait mené d'un but, voire peut-être de 2. Ouais. Donc c'est là où je dis le côté irréaliste, c'est-à-dire qu'on a une équipe du Real Madrid qui a été à la peine, qui a été en très très grande difficulté, et puis qui à l'arrivée, sur une action en fait, hein, sur un coup de pied arrêté, s'approprie le trophée, parce que le deuxième but, je vais dire, il est anecdotique, mais c'est vrai que surtout après ce but-là, on a bien senti que Dortmund avait pris un sacré coup sur le casque, et qu'à partir de là, la finale était définitivement jouée. Mais voilà, je dirais, c'est le pouvoir de cette équipe-là, de pouvoir subir, de pouvoir ne pas imposer son jeu, d'être, je dirais, complètement à côté de son sujet, et puis sur une seule action, être capable de s'imposer. C'est le Real Madrid, voilà. Je veux dire, c'est difficile à dire, à expliquer, à analyser. Je me mets surtout à la place des joueurs de Dortmund qui ont fait certainement le match qu'il fallait. Je dirais de la première minute jusqu'à la 80 quand le but est arrivé. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait. Ils ont bien défendu. Ils ont attaqué. Ils ont percuté. Les transitions étaient rapides. Ils se sont retrouvés, je dirais, en bonne situation. Et puis à l'arrivée, c'est Real Madrid qui gagne, quoi. Ouais. Comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, et c'est vrai que ça faisait mal pour cette équipe de Dortmund qui a comme tu le dis, a dominé, et on a cru entre maladresse et Courtois, parce que Courtois, dès le départ, il a montré qu'il était là. Ouais, ce qui fait mal, c'est ces 10 dernières minutes, parce que tu sens vraiment que là, à ce moment-là, ils ont intégré le fait que c'était plus pour eux, quoi. C'est-à-dire que pendant 80 minutes, ils avaient l'espoir, l'espérance, parce que leur jeu leur permettait d'avoir cette idée-là que la réussite pouvait être au bout.
Et puis là, sur une seule action, là, ils ont compris définitivement que c'était terminé, quoi. Et je pense que c'est terrible. Je veux dire, quand tu arrives à ce niveau de compétition, quand tu fais le match, quand tu l'abordes de la manière dont ils l'ont abordé et que ça se finit comme ça, mais ça doit être compliqué. Inversement pour le Real Madrid, alors c'est presque inespéré, c'est l'euphorie, quoi. Comme d'habitude. Bah oui, mais bon, c'est dans les gènes, c'est dans la tête. Et pour l'instant, il y a Roland Garros qui joue et on avait l'impression c'est comme un peu comme au tennis. Au tennis, on peut mener 2-7-0, avoir une balle de match et puis sur 2-3 coups on sort du match, enfin, et l'adversaire revient et gagne le match. On avait l'impression de vivre aussi un peu cette. Emery, comment tu l'as ressenti, toi? Bah, effectivement, avant le match, on se disait que de toute façon le Real allait gagner. Il y avait peu de surprises et ça a été un match un peu plus conventionnel. T'as raison, Laurent, avec une équipe qui a essayé, qui a tout donné, mais qui a pas réussi à marquer avec des occasions franches. Il y a rien d'exceptionnel dans un match de foot d'avoir une équipe qui domine mais qui arrive pas à marquer. Puis derrière, le Real qui a réussi à planter au moment où on l'attendait. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est parce qu'on va en parler de ça. Il y a le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé, qui débarque au Real Madrid. Qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter à cette équipe qui gagne déjà tout? Ah bah tiens, ça c'est Laurent. Toi, si t'es entraîneur, t'as Kylian qui arrive. Je pense que cette institution, parce que c'est une institution, le Real Madrid, même si Mbappé arrive là-bas, je dirais. Ça a toujours été l'équipe, le club qui est mise en avant. Moi, je crois que cette équipe, elle est surtout habitée. Elle est habitée par le fait de vouloir gagner à tout prix. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout accepter si à l'arrivée ils gagnent. Et je prends ce match-là, c'est-à-dire que même quand ça allait pas, quand ils arrivaient pas à mettre en place leur jeu, à avoir la maîtrise du terrain, à avoir la maîtrise du jeu, on a l'impression que leur seul objectif commun, c'est de pas prendre de but. Parce qu'ils se disent, du moment où on prend pas de but, à un moment donné, on va les marquer. On aura l'opportunité, et en fait, c'est ce qui se passe toujours. C'est-à-dire que quand ils sont pas bien, ils ont cette faculté à bien défendre, à pas prendre de but, et puis à la moindre situation, à la moindre où l'adversaire a un manque de concentration, un peu sur ce qui s'est passé, et ben là, il porte l'estocade et le match il est plié. Je crois que c'est la grande force de cette équipe-là. Alors certainement de l'entraîneur, n'oublions pas que c'est un Italien. Donc je pense qu'il y a la culture italienne derrière qui est de dire, les gars, on passe de mauvais moments, nos temps faibles, il faut pas prendre de but. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais nos temps faibles, collectivement, on ne doit pas prendre de but. Après, on sait qu'on a des arguments et qu'à tout moment, on peut marquer. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ce que va pouvoir amener Mbappé, je dirais, c'est encore plus de pouvoir, je dirais, de pouvoir marquer. C'est ça. Ce pouvoir à chaque minute du match, de se dire, on n'est pas bien, mais on sait que la moindre opportunité, on va avoir les joueurs qui sont d'une efficacité extraordinaire. Continuer à bien défendre si on n'est pas bien et oui, c'est apporter une arme supplémentaire à cette escouade offensive qui est assez incroyable. Mais tu vois, je reviens. Si je prends en parallèle City et Real Madrid, je pense que City aura plus de mal s'ils n'ont pas la maîtrise du ballon à bien défendre. Donc ils pourraient être en difficulté, un petit peu ce qui s'est passé. Alors que le Real Madrid, ils sont vraiment imprégnés. Je pense qu'il y a cette culture-là de toujours bien défendre, de passer les temps faibles de la meilleure des manières, c'est-à-dire sans encaisser de but, et derrière de se dire, on a les joueurs, que ce soit sur coup de pied arrêté, sur une phase de transition, sur une attaque placée, on a les joueurs pour à un moment répondre au présent. Ouais. Et c'est vrai que quand on pense au Real, on pense pas forcément à défense, on pense à attaque, ça marque, on pense au beau jeu, oui, on pense au beau jeu, on pense au but, mais là ils nous ont démontré depuis un certain temps qu'ils avaient associé, je dirais, les temps forts où ils ont la maîtrise du jeu, la maîtrise technique, la maîtrise du ballon, avec les temps faibles où là il y a vraiment une volonté, on est en difficulté, tous ensemble, on défend, on prend pas de but. Invaincu le Real sur cette Coupe d'Europe 2023-2024. Là aussi, c'était un. Mais sincèrement, je sais pas vous, mais jamais en début de saison, je ne les aurais donnés vainqueurs de la Champions League. Complètement. Jamais. Ouais. Par rapport à leur parcours, jamais. Et à l'arrivée, comme tu dis, c'est un bilan parfait. Hein.
Bilan parfait. Pas de défaite. Tu te rends compte? Pas de défaite, une victoire et voilà. Sur toute une saison de Ligue des Champions. Et sur un beau match en plus. Il y a une belle ambiance, un beau match. C'était, oui, il y avait du suspense. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir parce que beaucoup de suspense. Mais le mérite en revient à Dortmund, c'est ça qui doit être frustrant pour les joueurs allemands. C'est-à-dire tout le mérite de cette finale revient à l'investissement, à la qualité, à l'organisation. Je te dis, il y a tout eu, quoi. Je dirais, et franchement, si Dortmund à la 80e minute est devant et gagne cette Ligue des Champions, il y a personne qui va crier au scandale. Ouais, complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a une équipe qui aurait pu battre le Real cette année? Parce que bon, contre City, il n'y a pas eu de soucis. Contre le Bayern, c'était limite, mais ils ont réussi à passer. Bon, est-ce que Paris, en finale, par exemple, aurait pu battre ce Real? Sincèrement, avec un grand Mbappé? Non, si tu veux, ils ont vraiment. Je reviens là-dessus, c'est important parce qu'on l'a vu contre City, on l'a vu contre le Bayern de Munich. Ils ont été malmenés. Cette équipe a été malmenée. Sincèrement, cette équipe a été malmenée, si tu veux. Et en fait, je pense qu'intérieurement, ils sont imprégnés de cette volonté de se dire, dans ces moments-là, les gars, faisons bloc, ne prenons pas de but. Et on va gagner. Ça démontre exactement. Et on va Donc aujourd'hui, dire que le PSG, avec son armada, avec sa maîtrise technique. Je suis pas persuadé que parce que le PSG dans ces phases de difficiles a pas ce pouvoir de défendre à mon avis comme là le Real Madrid. On parle de la C4 aussi, on avait envie de parler de la C4, Émeric. Oui, parce qu'effectivement c'est une équipe grecque qui a gagné une Coupe d'Europe, la première Coupe d'Europe pour la Grèce, le Panathinaikos qui remporte la Ligue Europa Conférence. Que Lille aurait peut-être pu gagner s'ils avaient eu un tout petit peu plus de chance contre West Ham en quart de finale. Et ça pose une question avant de parler du Panathinaikos, c'est comment ça se fait que les Français n'arrivent pas à gagner les Coupes d'Europe. Quand on regarde l'historique de la Ligue Europa, on va dire de la C3 depuis le début, il y en a eu 14 pour l'Espagne, 10 pour l'Italie, 9 pour l'Angleterre, il y en a eu pour l'Écosse, pour la Turquie, pour l'Ukraine, la Belgique, la Suède, la Russie, Portugal, Pays-Bas, mais 0 pour la France malgré 5 finales. Pourquoi on n'y arrive pas? Laurent, c'est dans les gènes, c'est dans nos gènes. On préfère gagner des Coupes du Monde et des Euros que... Non, je pense effectivement pour l'avoir vécu et c'est quelque chose qui m'a été explicitement dit. Je pense que les clubs français travaillent toute la saison pour se qualifier pour la Coupe d'Europe, donc notamment pour la C3 ou la C4, et une fois qu'ils sont dans cette compétition-là, ils la délaissent. L'ambition, c'est pas d'aller gagner, enfin, c'est d'aller le plus loin possible, de la gagner, pourquoi pas, mais je veux dire, derrière, il y a quand même le championnat et refaire un bon championnat. C'est-à-dire qu'après, quand tu joues tous les 3 jours, quand tu fais des semaines anglaises, tu as toujours cette interrogation de la priorité, c'est pas toujours la Coupe d'Europe par moment. Tu vois? Et je pense qu'à partir de là, c'est une erreur si on veut aller la gagner, parce que quelque part, il faut être focalisé sur un objectif. Mais voilà, c'est une peut-être des raisons, c'est celle. Alors peut-être que maintenant, les clubs français, dans leur effectif, ont peut-être tendance à penser qu'ils n'ont pas l'effectif pour aller jouer sur tous les tableaux. Mais bon, je pense que les clubs étrangers ont des contingents qui sont du même nombre que les Français. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Marseille cette année a essayé de jouer la Coupe d'Europe à fond et au final ils finissent 8e de Ligue 1, donc pas de Coupe d'Europe. Voilà, ça leur donne peut-être raison. Tu viens confirmer, si tu veux. Aujourd'hui, tu as l'impression que si tu joues à fond la Coupe d'Europe, la contrepartie, c'est que tu vas perdre des plumes sur le championnat. C'est ça ce qui est assez surprenant. Est-ce que ça vient de notre championnat qui est compliqué? Et qu'au final, tu perds aussi beaucoup d'énergie sur le match. Alors, quand tu dis compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une... Difficile, enfin, il y a quand même beaucoup d'équipes où, à part le PSG... Oui, c'est ça, c'est plus homogène, plus homogène et effectivement, alors c'est vrai que dans certains championnats, bon, il y a des équipes qui sont vraiment reléguées et à partir de là, peut-être que sur des matchs, il y a des matchs avec une impasse.
Peut-être aussi que la manière dont est monté le calendrier, je sais pas, j'ai pas fait attention en France comment était organisé le calendrier, mais pour préparer ces matchs de Coupe d'Europe. Mais bon, c'est même pas une vérité parce que regardons Marseille et PSG, on leur a donné une semaine entre les matchs aller-retour et puis finalement ça a été un flop. Donc c'est difficilement explicable. Laurent, derrière, on parle de Marseille, on leur a donné une semaine pour préparer le match de Coupe d'Europe, mais 3 jours après la Coupe d'Europe, ils allaient jouer 3 matchs de suite qui ont été décisifs pour la fin de championnat. Donc on a fait l'inverse, on leur a dit écoutez, on veut que vous alliez loin en Coupe d'Europe, quitte à ce que vous flinguiez votre fin de championnat. Et au final, ils ont tout perdu. Ouais. Et l'Olympiakos, puisque c'est pas là j'ai dit le Panathinaikos, c'est l'Olympiakos, c'est le plus grand club grec avec 47 championnats de Grèce, donc ça montre la différence. On n'a aucun club en France qui en a gagné plus que 12, et c'est le Paris Saint-Germain, et c'est dans ces dernières années. Ils ont fini 3e cette année dans leur championnat à 6 points du titre, donc peut-être qu'ils ont perdu un titre en allant gagner la C4, mais est-ce que ça valait pas le coup? Les supporters en tout cas, quand t'as 45 titres, 47 titres, il vaut mieux aller gagner une Coupe d'Europe, ça te change un peu. Oui, ce sont des clubs qui ont un palmarès important dans leur pays, donc effectivement à un moment donné, c'est ce que dit G, il vaut mieux gagner une Coupe d'Europe qu'un titre peut-être à un moment donné. 48e, pour les spectateurs, 47e, pour le pour les supporters. Un peu de noter, oui. Voilà, exactement. Une belle réussite. Bon voilà, on a fait le point un petit peu sur la Coupe d'Europe, et maintenant, on va passer à notre sujet numéro 2. On va parler du barrage, le barrage retour entre Metz et l'AS Saint-Etienne. Bon, alors ce barrage, il a été rempli d'émotions, qu'on soit supporter messin ou stéphanois. Les Messins ont bien cru. On est quand même plus heureux nous. On est quand même plus heureux nous. On a un peu le sourire. On a un peu crié dimanche soir, mais bon, on pense à nos amis messins qui vont nous regarder, qui eux. On pense à Metz parce que c'est quand même un club historique de la Ligue 1, même si c'est pas au même niveau que l'AS Saint-Etienne. Et puis je sais pas vous, mais en suivant le match. Moi, je me suis senti un peu comme Gauthier Larsonneur qui a été interviewé à l'issue du match, qui était assis sur son banc, qui avait aucune émotion. Moi, le deuxième but, le but refusé à Ivan Masson à la 85e minute, ça m'a coupé les jambes. Quand la Saint-Etienne a gagné à la fin, j'avais pas de joie énorme, sur le but oui, mais à la fin du match, je me disais mais ils vont l'annuler, ou ils vont annuler le match, je sais pas ce qui va se passer, mais ça a été un match qui a été assez particulier en termes d'arbitrage. Je pense qu'il y a plusieurs phases dans cette double confrontation. J'aimerais juste revenir sur l'interview lunaire de l'entraîneur de Metz. Alors, j'ai pas pour habitude de parler de ça. Tu le connais? Tu le connais un petit peu? Ouais, j'ai eu des confrontations contre lui, mais je pense c'est difficile à dire, mais je pense qu'il a une lourde responsabilité sur ce qui s'est passé au match retour, dans la mesure où son interview d'après-match est un peu lunaire. Oui. Mais de l'après-match, du match aller. Du match aller est un peu lunaire. Et là, tu te dis, mais comment a pu interpréter son groupe après un échec, ces propos-là, si tu veux. Et je pense que c'était pas la meilleure préparation, alors qu'ils avaient le match retour chez eux, alors qu'il y avait qu'un but de différence. Je pense que c'est pas la meilleure préparation. Et je vais même plus loin. Je pense que l'expulsion au bout de 5 minutes, elle est un peu déclenchée par toute cette préparation. C'est-à-dire entre cette interview-là et le deuxième match. Je pense qu'il y a dû avoir... Moi, j'aurais imaginé plutôt pour eux de la sérénité, de la confiance de jouer chez soi devant son public, d'amener, je dirais, du calme, de la tranquillité. Et je pense justement que cette interview-là a dû crisper, il a dû, je dirais... mettre un grain de sable, je dirais, dans la vie du groupe. Et je suis pas étonné, et je pense que en réaction, je dirais, à cette atmosphère-là, je pense qu'il y a certainement dû avoir une surmotivation de la part par rapport à ce qui s'était passé, certainement de l'entraîneur, du staff, qui fait que le gamin de 18 ans, à mon avis, a commis le geste irréparable, quoi. Je veux dire, il a pas eu la maîtrise de ses émotions. C'est à double tranchant, parce qu'effectivement, si Metz arrive à marquer 2 buts en 5 minutes en début de match, c'est aussi parce qu'il y a cette surmotivation. Donc effectivement, il y a le carton rouge qui paraît.
le carton rouge, sincèrement, quand tu l'as au bout de 5 minutes et que tu sais que tu as 85 minutes en infériorité numérique, que tu peux avoir les prolongations, je veux dire, moi au contraire, aujourd'hui, Messin, je me dis, à 10 contre 11, sur un quart d'heure, on avait mis 2 buts. Imaginons à 11 contre 11, il n'y avait plus de match. Il n'y avait plus de match. Donc l'expulsion, là, c'est clair, elle a été pénalisante pour le FC Metz. Parce qu'après, à 10 contre 11, sur cette durée, ce laps de temps, il était évident que Saint-Étienne, à un moment donné, allait avoir l'opportunité. Alors elle s'est présentée avec le but qui ramenait les deux équipes à égalité, mais à partir de là, il était évident que Metz, la seule possibilité que Metz pouvait envisager, c'était les pénaltys. Il y avait que ça, et je veux dire, il y avait plus, même s'ils ont eu une ou deux opportunités, mais je veux dire, dans l'aspect de l'engagement, dans la répétition des efforts, on sentait bien que cette équipe elle est à féliciter, hein, parce que je veux dire, jouer 80 minutes plus les prolongations, avec, je dirais, cette volonté-là d'essayer d'aller jusqu'au penalty. Franchement, il faut leur tirer un coup de chapeau. Mais je pense que moi, si je me mets aujourd'hui côté Messin, je pense que tout part de cette interview d'après-match qui a focalisé, je dirais, de mauvaises ondes sur ce match retour. Maintenant, on est stéphanois, donc nous, on se satisfait. Oui, mais on a quand même souffert. Chercher, oui. On a souffert. On a quand même souffert. On a souffert. On a souffert et on a soufflé après. On a souffert et on a soufflé. Alors évidemment, en plus, ça fait une pierre deux coups puisque les repreneurs, le nouvel acheteur avait annoncé qu'ils allaient officialiser tout cela après le match. Là, pour l'instant, ça a été double jackpot. Monter en Ligue 1 et ensuite le lendemain l'officialisation et la présentation du nouveau président. Je voudrais juste quand même revenir sur un événement parce que Aymeric l'a évoqué, ce but refusé. Pourquoi il a refusé? Je pense que l'arbitre l'a refusé parce qu'il y avait encore beaucoup de temps et je pense qu'il était persuadé que de toute façon la SS a de fortes chances de faire la différence à un moment donné. Mais si on revient exactement sur l'action, alors c'est vrai que Magon, Masson, il est pas hors jeu. Ça, il est pas hors jeu. Il n'est pas hors jeu, il n'y a pas de faute. Après, sur Sissoko entre le gardien de but, c'est vrai que son genou vient percuter la cage thoracique du gardien, mais bon, c'est dans le gardien qui sort. C'est le gardien qui sort et on voit bien sur l'image que Sissoko s'arrête et qu'il veut partir sur le côté. C'est dans le mouvement. C'est dans le mouvement. Voilà. Moi, ce qui me gêne alors un chouïa, c'est que quand tu tombes comme ça, j'ai du mal à imaginer à ce que tes deux pieds se relèvent en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a juste ce petit qui me gêne un petit peu et qui fait basculer et qui fait tomber le défenseur je suis même pas sûr que le défenseur serait arrivé à point nommé pour éventuellement sortir ce ballon-là. Mais voilà, il y a juste me dire, tu tombes sur le ventre et tu relèves tes deux jambes en même temps. Ouais. Mais pourquoi il tombe? C'est surtout ça. Pourquoi il tombe dans le choc? Non, mais il tombe dans le choc avec le gardien de but. Bah voilà. Et là, je pense que comme je dis qu'il n'y a pas faute sur le gardien de but, même s'il le prend dans le thorax, je pense que là, sur l'impact entre les deux, je pense pas qu'il y ait pénalty. Je le pense pas. Après, c'est plus, à mon sens, j'ai pas eu le retour définitif sur la pensée de l'entraîneur, de l'arbitre. Moi, devant ma télé, c'est vrai que ces deux jambes qui, à un moment donné, se redressent et qui font tomber le défenseur, voilà, ça me laisse juste un petit doute. Alors, il n'y a pas de conséquences puisque Saint-Étienne a gagné et que je sais que les supporters stéphanois à m'entendre vont hurler. Mais voilà, si on regarde ça vraiment objectivement, il y a juste ce petit enchaînement et ce petit mouvement des deux pieds en l'air qui m'interpelle. Ce qui est un peu gênant ou dérangeant, voilà, tu dis il faut regarder les choses de manière objective. Il y a plusieurs faits de jeu dans le match. Il y a ce but refusé où l'arbitre va regarder s'il lève trop les pieds pour la faute sur le défenseur Messin. Effectivement, je crois que c'est ça qui signale. C'est pas la faute sur le gardien parce qu'il n'y a pas de faute sur le gardien. C'est pas voilà, il n'y a pas de hors-jeu. Mais la sortie du gardien aussi sur l'attaquant. Si on est pointilleux, ça peut aussi être considéré comme une faute. Et puis en début de match, on parle de ce carton rouge qui change complètement le match. L'arbitre va voir les images
il va voir la VAR et il regarde plusieurs fois. Alors qu'on voit que la semelle est sur le genou, que la jambe du Stéphanois a en début de match, il sait qu'il j'étais devant ma télé. Ouais. Et j'ai mon fils qui était avec moi. Sincèrement, sur le premier coup, j'ai cru qu'il avait pris le mollet. Tu vois ? Ouais. Je me suis dit, comme je le vois sur la première image, je me dis, il a effleuré le mollet. Ouais. Tu vois ? Donc il met jaune au départ. Je dis oui, bon, jaune, bon, peut-être orangé si tu veux, mais dans la mesure où au bout de 5 minutes, c'est logique de mettre que jaune. Voilà, puis du moment où tu sais qu'à partir où tu prends une décision importante, tu vas influencer toute la partie. Donc tu vois, je me suis dit, mais c'est vrai qu'après, quand je suis un peu comme l'arbitre, quand j'ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, et effectivement, il glisse après sur le mollet, mais au départ, il prend effectivement sur le genou. Voilà, donc là, ça devient plus problématique et effectivement, ouais, le rouge s'impose, même si tu sais que derrière, tu influences fortement la suite de la rencontre. Et là, effectivement, il est allé voir les images pour être vraiment sûr de ne pas se tromper. Oui. Sur le but refusé, là aussi, qui change la fin du match, il va voir les images pour être vraiment sûr. Et sur le penalty qui est donné à Metz, qui donne le 2-0, quand on regarde les images, je sais pas s'il y a vraiment un contact entre Cardona et Mikotadze. Je sais pas si ce contact, s'il existe, il est dedans ou en dehors de la surface, et il me semble qu'il serait dehors. Pourquoi l'arbitre, à ce moment-là, il va pas voir alors que c'est une situation aussi très, très importante? On n'est pas dans la tête des arbitres et on n'entend pas encore ce qui. Oui, le problème après c'est c'est la connexion entre la cabine. Ouais. Et la VAR et lui, si tu veux. Si dans le laps de temps où on lui dit il y a faute et hop il siffle et il va pas voir la VAR, on lui dit oui effectivement et il lui a touché. Donc à partir de là, si on lui dit qu'il a touché, bon, il se dit qu'il n'y a pas de. Il y avait des consignes pourtant des consignes d'aller voir les images systématiquement quand c'était important. Oui, voilà. Et c'est plus ça, autant toutes les décisions qui ont été prises, elles peuvent se justifier, etc. Mais c'est de se dire qu'il met peut-être un peu plus de cœur à aller voir l'image. Donc si je comprends bien, Émeric, tu penses que l'arbitre ils étaient plutôt. Non, je le pense pas, mais c'est le ressenti que j'ai eu sur ce match, et c'est ce qui fait qu'effectivement, quand on met la VAR, et ça tu l'as dit lors des précédentes émissions, c'est justement pour plus qu'il y ait de doute, pour pas que les gens qui regardent la télé se disent on réglera jamais le problème. Bon, ça veut dire que l'année prochaine, Saint-Etienne retrouve la Ligue 1, Metz de nouveau en Ligue 2, mais bon, on connaît les ressources de cette équipe messine qui remontera certainement un peu comme Auxerre peut-être, qui est demain. C'est pas très bon pour Bordeaux ça, hein. S'ils veulent remonter Bordeaux, enfin ça fait un candidat de plus pour la montée, hein. Ça va faire un beau championnat de Ligue 2 l'année prochaine. Comme ça l'aurait fait si Saint-Etienne était resté au-dessous, hein. Oui, mais non, mais je veux dire, c'est toujours compliqué de monter. Franchement, c'est toujours compliqué de monter. Il faut faire pratiquement l'année parfaite. Ouais, c'est ça. Alors Saint-Etienne a démontré le contraire, hein, parce qu'au mois de décembre, ils étaient pas bien. Ouais. Mais je dirais, si tu veux être dans les trois. Il faut cravacher, il faut être régulier. Il faut être régulier sur la saison pour espérer pouvoir monter. Et on parle de Bordeaux. Enfin, c'est vrai que les Bordelais ils peuvent l'avoir vraiment mauvaise, puisque l'année où ils finissent 3e, ils ont pas fait de barrage. C'est l'année où il y avait que 2 montées, il y avait pas de barrage. Et ils finissent à 1 point. Ils se font doubler à la fin. Ils ont pas eu de chance. Franchement. Et cette année était difficile. Et l'année prochaine, là aussi, ça sera un sujet à suivre, puisque s'ils mettent pas d'argent, ça va aller très mal. On a du mal à imaginer que Bordeaux puisse descendre. Contre, Jérôme, tu parles d'argent, ça veut dire qu'avec les nouveaux actionnaires de la Saint-Etienne, on peut espérer alors. Ah ben nous, oui, à ce côté Saint-Etienne, on va attendre. Il va peut-être y avoir des recrues. Mais ça, on va attendre côté. Qu'est-ce que tu en penses toi d'ailleurs de ce groupe canadien là? Alors je connais pas. Écoute-moi, à travers ce que je peux lire dans les médias, la personnalité des uns et des autres. A priori, c'est des gens qui connaissent le football. Après, la connaissance du football, c'est une chose. Après, les moyens financiers, c'en est une autre. Donc aujourd'hui, c'est de savoir quel va être le degré d'investissement de ces gens-là. A priori, j'ai cru comprendre que vous avez bien pris conscience de ce qu'était le club de la Saint-Etienne, de son passé, de son présent et de son futur.
Voilà. Alors maintenant, la question qui va se poser, c'est plutôt de savoir cette équipe qui est allée toucher le Graal et qui nous ramène en première division, combien vont être conservés ou combien vont être dans l'effectif, parce que il est évident qu'entre la première et la deuxième division, je pense malgré tout qu'il y a, je vais pas dire un fossé, mais il y a une grosse différence qui peut faire penser aux dirigeants ou à l'entraîneur qu'il va falloir recruter un certain nombre de joueurs. Toi, tu as connu les deux présidents, Roland Romeillet et Bernard Cayazo. On a suivi un peu les choses, on a vu les déclarations de chacun. On a quand même l'impression sur la fin, quoi qu'on puisse penser d'eux, qu'ils ont vraiment cherché à trouver le bon repreneur pour la Saint-Etienne. Comment t'as ressenti ça, toi qui les connais un peu plus? Si tu veux, c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années déjà qu'ils évoquent la possibilité de vendre et d'avoir des repreneurs. Écoute, c'est vrai que souvent ils ont été moqués parce que ça débouchait sur pas grand-chose. Là, force est de constater qu'en fait, ce groupe-là a été énoncé il y a peu de temps et puis que finalement, ça s'est finalisé très rapidement. Maintenant, je veux pas non plus sous-estimer le fait que d'après les dires, il leur fallait, je dirais, remettre au pot la saison prochaine et qu'ils n'avaient pas du tout envie ou les capacités de pouvoir réinjecter de l'argent dans le club. Donc c'est peut-être aussi par obligation que c'est accéléré cette vente de club. Ouais, c'est ce qui fait peut-être aussi que la Saint-Etienne n'a jamais passé un vrai cap avec eux, parce qu'ils avaient peut-être pas les moyens d'aller plus loin. Mais de toute façon, c'est dans tout le football européen. Hein. Si tu n'as pas un milliardaire qui te suit derrière, c'est compliqué d'être un peu un club à l'ancienne. Oui, mais ce qu'il faut espérer, c'est que alors je sais que le trading fait partie complète aujourd'hui du mode du football et de son fonctionnement. Et il faut espérer malgré tout que ces gens-là viennent avec l'envie aussi de garder les meilleurs joueurs et de pouvoir à un moment donné et de pas être là pour faire de l'argent. Voilà. C'est à mon avis, c'est ce que l'on va guetter. Je veux dire, nous supporters de la SS, fanatiques de ce club-là, c'est ce que l'on va guetter, à savoir que ce soit pas qu'une histoire de business et d'achat et de vente. Voilà, de produits financiers. Et si on est intelligent, on peut aussi regarder ce qui se passe pas bien loin de Saint-Etienne. Il y a un club qui forme des très bons joueurs, mais qui arrive à les garder 1 an, 2 ans de plus, et qui les vend 3-4 fois plus cher que s'ils avaient vendu la première année. Donc c'est le trading. Tu veux pas le nommer ce club? Tu veux pas le nommer ce club? L'Olympique Lyonnais. Bah oui. Effectivement. La formation. La formation lyonnaise. Un des meilleurs centres de formation de France ou d'Europe. Non, mais je pensais que tu voulais pas le nommer. Non, bah voilà. Pas de polémique. Le derby. On va attendre le derby. Les supporters lyonnais sont contents aussi. Hein, ils voulaient. Hein. Moi, j'ai beaucoup échangé avec des copains lyonnais. Ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'on remonte pour retrouver des derbys. Alors de là à dire qu'ils aiment bien se moquer, dire il y a 6 points pour l'OL. Ça, je pense que l'année prochaine, ce sera pas la même qu'il y a 10 ou 15 ans. Mais oui, ça va être sympa. Mais force est de constater, Jérôme, on peut féliciter et Lyon et Saint-Etienne. C'est-à-dire qu'après avoir raté 6 mois, ils ont performé sur les 6 derniers. Les parcours sont. Ça au moins, ils ont vraiment été les parcours. Ça a été des parcours identiques et à l'arrivée pour une conclusion qui est excellente pour les deux. Parce qu'en début de saison, on donnait un peu les pronostics aux Lyonnais qu'ils allaient aller en D2 faire les derbys en Ligue 2. Statistiquement, ils étaient 100% en Ligue 2 au bout de 14 journées. Et eux, ils avaient peur de venir faire des derbys en Ligue 2. Donc ils disaient non. Et on parlait du derby, mais on parlait du derby en 2e division à un moment donné. Et disaient non, nous on veut rester, mais monter. Voilà, donc, ou le derby en barrage aussi. Ça a été évoqué. Ah oui, ça on l'a évoqué ça. Et le but, moi j'avais évoqué le but j'avais pas été jusqu'aux prolongations, mais j'avais évoqué un but à la 88e minute pour faire descendre Lyon et Saint-Etienne qui monte. Bon, non mais c'est bien de retrouver l'OL en Ligue 1, ça va faire de beaux derbys et puis ça va faire parler. Bon super, voilà, donc on a évoqué, on voulait parler d'Mbappé au Real, on en a parlé un petit peu. On parle d'Mbappé, on parle de l'équipe de France rapidement. Ils sont en préparation, ça va nous donner nos sujets des futures émissions, puisqu'on fera les émissions autour de l'Euro, autour de la préparation des Jeux Olympiques. L'équipe de France féminine a perdu malheureusement hier à Geoffroy Guichard, mais elle continue la préparation. Mais elle reste en tête, hein. Oui. Elle reste en tête de son groupe. Juste Jérôme, puisque tu évoques ce match hier, force est de constater, quand ça se joue en Angleterre, il y a 60 000 personnes. 42 000. 42 000 personnes.
Quand ça se joue en France, il y a 10 000. Et à Saint-Etienne, il y a 6 000. Ouais. Il y a 10 ou 10, ouais, complètement. Ouais. 10 000, Voilà, je dirais quand on parle de passion pour le football, je crois que nos amis anglais l'ont démontré au match aller, complètement. Ouais, démontrer qu'ils avaient une ferveur plus importante que chez nous. Bon, mais là, ça va être à suivre, bien évidemment, puisqu'on va suivre les matchs de préparation, 1 des espoirs et 2 des féminines. Et puis l'Euro qui va débuter très rapidement, puisqu'on est le 5 et dans 10 jours, c'est déjà l'Euro. Et c'est vrai que tout le monde est focalisé sur les Jeux Olympiques et on parle peu de l'Euro. Alors, est-ce que c'est bien pour l'équipe de France ou pas? Ça, on le saura dans quelques jours. Mais on va se préparer pour les futurs numéros et on parlera de l'Euro. Merci à tous les deux. Merci Jérôme. Merci également. Voilà, c'est la toute première en vidéo, donc soyez indulgents. La coupe de cheveux est parfaite. Ouais, ça va. La coupe de cheveux est parfaite. On est tous allés chez le coiffeur. Voilà, donc on va se donner rendez-vous régulièrement en vidéo. Si le jour on est un peu coincé, bon, on reviendra de l'audio, mais quand on peut, on se mettra face à la caméra. Merci de continuer à partager l'ensemble des publications de Légendes du Sport, puisque la team Rousset est abritée sous les couleurs de Légendes du Sport, que ce soit sur la chaîne YouTube ou podcast. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Bravo les garçons et à bientôt. Salut Jérôme. À bientôt. Salut Laurent.